Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver depuis Francorchamps pour les légendaires 24 heures avec au programme un affrontement royal entre Aston Martin, Maserati, Ferrari, Porsche, Viper, Corvette, Vertigo, rien que ça. Au programme de moteur aujourd'hui, nous suivrons tous les faits de course, les réactions et l'analyse complète de ces Proximus 24 heures de Spa, un véritable best-of goupillé par une équipe de choc réunie à Francorchamps. C'est donc sur la grille de départ des Proximus 24 heures de Spa qu'on se retrouve en compagnie du poleman, Eric Van de Poel, qui a dominé toutes les qualifs. Alors Eric, bonjour. Même si les choses sérieuses commencent maintenant, ça commence plutôt bien pour toi. Oui, c'était parfait jusque maintenant. Les essais libres, les essais préliminaires, les qualifs aussi, on a vraiment sorti au bon moment. Je dois féliciter Michael Bartels qui a fait un temps formidable. Donc je pense que la course se présente bien. Alors donc les essais qualifs se sont déroulés sous la pluie notamment. Comment risque de se comporter ta Maserati MC12 dans des conditions changeantes comme ça? Effectivement, il pleut, donc c'est vrai qu'on a des tout bons pneus Pirelli en conditions intermédiaires. En pluie, on est peut-être un peu moins avantagé, mais enfin comme ça va changer tout le temps, je crois que tout le monde a sa chance. Et sur le sec et sur la pluie, ça va aller. Très bien, bonne merde Eric. Et je grimpe dans ma bagnole, j'y vais. Je te vois sur le podium. Hein. Ok, ça va. Les principaux acteurs sont en place, le peloton va s'activer, moi aussi d'ailleurs, pour démarrer ces Proximus 24 heures de Spa. Alors, premier compte rendu de la première partie de ces 24 heures avec Vincent Franssen et Nathalie Pirard. C'est parti. Si le public a répondu en masse à l'appel des Proximus 24 heures de Spa, moins attendu était la pluie qui s'annonçait en dernière minute. Première difficulté pour les différentes équipes, effectuer un choix de pneus judicieux. Et c'est justement la qualité des gommes qui allait déterminer la hiérarchie durant la première heure de course. Dès le feu vert, c'est l'Allemand Timo Scheider au volant de la Maserati Vitaphone numéro 9 qui emmenait un peloton de 37 voitures. Suivait la Maserati JMB d'Andrea Bertolini, l'Aston Martin numéro 29 de Peter Cox, la Corvette numéro 6 de Mike Hezemans et la deuxième Maserati Vitaphone pilotée par Fabio Babini. Chaussés de pneus pluie, les Aston Martin DBR9 ProDrive faisaient d'emblée la différence, ce qui permettait à Cox de pointer directement au deuxième rang, où s'emportaient les premières escarmouches afin de prendre la tête de la course. Avant même la fin du premier tour, la cause était entendue, l'Aston Martin débordant de manière imparable la Maserati, aux grandes dames de notre Eric Van de Poel national. Au cœur du peloton, le ballet pouvait commencer avec d'emblée une pirouette signée Franco Groppi au volant de la Porsche Orlando Sport, tandis que pour une autre 996 GT3 RSR, celle d'Ebi Motors, c'était directement l'abandon suite à un crash pour le moins précoce. Début de course catastrophique également dans le clan L'Arbre Compétition avec de mauvais choix de pneus opérés sur les Ferrari 550 Maranello de Christophe Bouchu et Steve Zacchia qui perdaient d'emblée le contact avec la tête de la course. Guère mieux chez PSI avec un arrêt précoce d'Anthony Beltoise qui ne pouvait éviter le contact. Au sein de l'équipe de Christian Schumacher, une longue partie de mécanique pouvait commencer. Malheureusement, on a fait un mauvais choix de pneus. On est parti en pneus intermédiaires et en pleine ligne droite, alors que j'étais vraiment tout doucement, je me faisais passer par tout le monde. En pleine ligne droite, elle est partie en aquaplaning et on a tapé le mur de pneus. Sur la piste, le chaos se poursuivait avec de nombreuses erreurs de la part de pilotes chaussés en pneus intermédiaires. La preuve avec l'Italien Andrea Bertolini qui s'en allait construire des châteaux de sable dans l'épingle de Bruxelles. Petite faute également pour le Britannique Justin Keane, même si la vieillissante Lister Storm effectuait un excellent début de course. Même endroit mais autre pilote, Timo Scheider y allait de son petit freinage manqué, sans conséquence heureusement pour la Maserati Vitaphone numéro 9. C'est d'ailleurs cette MC12 qui allait défrayer la chronique à la fin de la première heure de course. La pluie ayant enfin cessé, les bolides équipés de pneus intermédiaires pouvaient se mettre en évidence. Après s'être offert le scalp de l'Aston Martin de David Brabham, Timo Scheider revenait tel un boulet de canon et prenait l'avantage sur l'autre DBR9, piloté par Peter Cox. Dans le clan Vitaphone, le soulagement était manifeste. Autre vedette du début de course, la Corvette C5R de l'équipe belge SRT prenait l'ascendant sur la voiture sœur de GLPK Carsport, avec un magistral Marc Duet au volant, en dépit de conditions de piste qui restaient piégeuses à souhait. Après 60 minutes de course, le Grand pointait à une excellente troisième place provisoire derrière les deux Maserati Vitaphone.
Sur le coup de 17h20, l'incroyable se produisait au freinage de Bruxelles. Le Suisse Jean-Denis Deletraz envoyant la Ferrari 575 Maranello GPC numéro 2 en toupie avant d'être violemment percuté par la Porsche 996 GT3 RSR Groupe M d'Emmanuel Collard. Un crash très spectaculaire qui sonnait le glas des espoirs des deux équipes, même si les bolides pouvaient reprendre le chemin de la pit-lane. C'est la Porsche qui arrivait la première à son stand, le temps pour les mécanos de l'équipe Groupe M de constater l'étendue des dégâts et pour Manu Collard d'expliquer l'inexplicable. Et il est parti en tête à queue juste devant et au moment où j'ai voulu passer, il a continué à faire la marche arrière et j'ai pas pu l'éviter, quoi. La voiture a l'air fortement abîmée. Ouais, il y a beaucoup de dommages, on va essayer de réparer mais c'est bien compromis, quoi. Si la Porsche allait pouvoir repartir beaucoup plus tard, pour la Ferrari GPC, c'était par contre l'abandon, les dommages étant vraiment trop importants. Quant à Deletraz, il livrait une version des faits plutôt personnelle. J'ai fait un tête à queue à la sortie de la chicane du haut, et puis une Porsche me suivait, elle n'a même pas essayé de freiner, elle m'est rentrée dedans à pleine vitesse, elle nous a arraché tout l'arrière. Donc voilà. Le tête à queue en somme était sans conséquence, c'était la suite. Le tête à queue c'est de ma faute, c'est juste, mais j'avais fait le tour complet, j'étais prêt à repartir et la Porsche m'a heurté à pleine vitesse, donc voilà, c'est un manque de chance. En tête de la course, la situation n'évoluait pas, Timo Scheider ayant été relayé par Michael Bartels, qui conservait la première position au volant de la numéro 9, devant l'autre Maserati de la formation allemande Vitaphone. Dans le groupe 2, surprise avec le leadership de la Gilet Vertigo Alpha de Bas Leinders, Renaud Kupen, Sylvie Delcourt et Jérôme D'Ambrosio, qui prenaient l'avantage sur les Porsche de Penders Lamotte Caubergs et Lambert Lefort Paltala André. Sur l'ensemble, mécaniquement très bien. La seule chose, c'est qu'on avait des pneus intermédiaires. C'était très bien au début du relais, mais sur l'ensemble, des slicks étaient plus intéressants, mais on limite relativement bien la casse. Et je pense qu'au général, on est assez bien placé. Beau début de course également pour la Chrysler Viper GTSR de Didier de Radigues et Richard Virenque, avec de solides relais du présentateur de moteur qui en a presque oublié sa fracture du pied. Je crois pas que j'aurais roulé si j'étais pas à 100%. Un pied, c'est pas bien grave en voiture. D'ailleurs, j'ai gagné mon premier Grand Prix en moto avec la même fracture. Donc je savais que c'était faisable. Et en plus, c'est le pied gauche. Alors l'embrayage, faut pas le dire à Philippe Alliot, mais je n'en prends pas beaucoup. Pas de surprise par contre dans le groupe 3 avec la première place attendue de l'une des Porsche 996 GT3 Cup Mulner Motorsport, la 123 de Jean-François Emroul et Vanina X. On n'a eu aucun problème, si ce n'est que comme plusieurs pilotes, on a dû rentrer deux fois dans les salles pour changer de pneus parce qu'on est parti en pluie, mais c'était seulement pour 4-5 tours puis remettre des slicks. Les ennuis de la formation italienne GPC se poursuivaient puisqu'après l'abandon de la 2, c'est la 575 Maranello numéro 3 de Lemray, de Mans, Livio et Belloc qui perdaient du temps, conséquence d'une spectaculaire crevaison. Les premières heures de course ne souriaient d'ailleurs pas aux Ferrari puisque sur le coup de 20h, la 550 Maranello l'arbre compétition de Vos, Mollekens, Bouchu et Gardel ne pointaient qu'au 9e rang à 3 tours des leaders. Plus grave encore pour la 12 de Briner, Calderari, Zakia et Bouvi qui n'apparaissaient qu'en 13e position à 4 tours. On a eu des petits problèmes durant le premier run avec un problème avec le traction control. Et puis ici on avait une petite perte d'essence, donc je suis rentré un tout petit peu plus tôt que la fin de mon lait. Mais pour le reste, la voiture tourne comme on le voulait et on sait que la course est encore longue et que ça ne sert à rien d'être trop vite en début de course. On continue au rayon heures et malheurs avec l'abandon de la Gilet Vertigo qui ne passait pas le cap des 4 heures de course. Cette fois, c'est le moteur qui était en cause, aux grandes dames du jeune Jérôme D'Ambrosio. J'ai pris le 3e relais, j'ai roulé après Renault. La voiture fonctionnait très très bien, on était plutôt bien placés. Ça a été jusqu'au moment où je suis arrivé aux sorties du pit path. Là, j'ai une perte de puissance. Je suis directement rentré. Ils n'ont rien pu constater comme souci, donc je suis reparti et j'ai directement cassé le moteur dans la ligne droite des combles. Autre abandon de marque en début de soirée, la Ferrari 550 Maranello aux couleurs de Russian Age trouvait elle aussi une Porsche sur son chemin, de quoi mettre le Britannique Jamie Campbell-Walter d'assez mauvaise humeur. Tout fonctionnait très bien et la voiture était parfaite. Je suis arrivé dans Blanchimont, à fond de 6, avec une Porsche devant moi. Son pilote a fait un écart vers la droite et je suis donc passé à gauche afin de me positionner en vue du bus stop. Et puis soudainement, il s'est remis devant moi et il est monté sur ses freins. Je n'ai absolument rien pu faire à fond de 6e, je n'ai même pas eu l'occasion de toucher la pédale des freins.
Vers 21h, avant que ne débute la traditionnelle nuit des 24 heures, les Maserati Vitaphone de Bartel, Scheider, Van de Poel et Babini, Biaggi, Davis poursuivaient leur récital. Les deux bolides italiens confirmaient leur niveau de performance, non sans faire preuve d'une fiabilité qu'on ne leur soupçonnait pas. On a eu un peu de chance dans le choix des pneus en début de course, donc tout a marché parfaitement. Et puis même sur le sec, apparemment, on est vraiment compétitif, donc on force pas trop sur la voiture, mais on reste devant, donc c'est parfait. À un tour, on pointait la première Aston Martin des BR9 Pro Drive, celle de David Brabham, Darren Turner et Stéphane Sarrazin. Un bolide qui était attendu aux avant-postes, mais qui avait visiblement un peu de mal à suivre le rythme des Maserati. Belle remontée également de la part de la Corvette C5R GLPK Car Sport de Kumpen, Longin, Ezeman et Blekemolen, bien revenu dans le parcours après un début de course délicat. Le bolide américain pointait à un tour également. Et pour compléter le top 5, on pointait la deuxième Aston Martin officielle, Peter Cox, Pedro Lamy et Marc Gossen, s'accusant cependant 2 tours de retard sur les leaders. Un mot encore sur la 7e place provisoire de la Corvette C5R SRT de Marc Duhet, tandis que la catégorie GT2 était naturellement dominée par la Porsche Groupe M Rescapé, pilotée par Marc Lieb, Lucas Lohr et Mike Rockenfeller. Traditionnel grand moment d'une course de 24 heures, la tombée de la nuit permet de déjà dresser une certaine hiérarchie aussi, d'effectuer l'un ou l'autre bilan. Alors Richard, ta présence au volant de la Viper, que j'ai le plaisir de partager avec toi, en a surpris plus d'un. D'où te vient cette passion pour le sport automobile? Oui, c'est une grande passion qu'aujourd'hui je peux mettre au point avec 24 heures de Spa. C'est une ambiance extraordinaire, on a de la chance que le temps s'est levé avec une asphalte sèche et pour l'instant je me suis fait plaisir. Bon, maintenant je vais rentrer dans la nuit, ça va être un autre domaine que je ne connais pas, donc j'appréhende un peu, mais je suis motivé et on va essayer de faire ça aussi bien qu'on a commencé. Et alors d'emblée une course de 24 heures Francorchamps, qui est une grande course. Quelles ont été tes premières impressions quand tu as pris le volant la première fois? Des grandes impressions, sensations fortes. C'est impressionnant et beaucoup de sensations éprouvées et plein d'émotions aussi. Donc la nuit ça risque d'être aussi impressionnant, donc il y a un beau challenge à relever. Une première participation qui va en appeler d'autres? On ne sait pas, on espère. On sait pas. On fera un bilan après ces 24 heures. On va essayer de les finir déjà. L'obscurité ayant gagné le circuit de Francorchamps, il est grand temps pour nous de plonger au cœur de la nuit pour voir comment la course pouvait évoluer. C'est Marc Lacroix qui s'est chargé de jouer les oiseaux de nuit pour nous. La nuit des 24 heures de Francorchamps, c'est toujours l'un des moments magiques du week-end. Dans le vacarme des voitures en piste, le côté festif de la classique ardennaise bat son plein. Alors que la météo redevenait plus clémente, la pluie ayant enfin cessé, l'effet de course majeure était plutôt rare. Les Aston Martin DBR9 et la Corvette C5R GLPK Car Sport continuaient à maintenir la pression sur les Maserati MC12 du Vitaphone Racing Team. Vers 22h30, au jeu des ravitaillements et au prix d'une rentrée au stand non prévue pour la voiture de tête, obligée de changer les pneus avant suite à une petite incursion dans un bac à sable, une Aston, la 28, se retrouvait en tête pour la première fois depuis le court leadership du départ. Au même moment, la voiture sœur de Marc Gossen rencontrait de nouveaux problèmes de frein qui la retardaient encore un peu. Ça tirait plus sur la ligne droite, il n'avait plus de vitesse de pointe, donc on pense pour l'instant on pense que c'est les freins qui sont un peu calés, donc c'est les cylindres qui changent pour l'instant. On espère que c'est ça. Peu avant minuit, la Ferrari 575 Maranello GPC de Stéphane Lemré et Loïc Demant rentrait au stand, collecteur d'échappements cassés. Alors que plus tôt elle avait déjà concédé du temps, elle chutait cette fois au classement. Nullement épargnées par les heurts et malheurs, les Porsche Groupe M continuaient elles aussi de rejoindre leur stand de manière régulière. Le parcours chaotique des GT3 RSR soutenus par l'usine allait en fait se poursuivre tout au long de l'épreuve. Ce n'est que vers 1h du matin que survenait l'un des faits les plus importants de la nuit. La Porsche GT3 Cup de Jean-François Emeraulle et Vanina X, alors pilotée par l'Allemand Helmut Reis, était percutée par l'Aston Martin 28. Alors qu'elle menait la catégorie G3, la Porsche renonçait, tandis que l'Aston rentrait au stand afin de réparer, ce qui prenait une vingtaine de minutes. Après quoi, Stéphane Sarrazin reprenait le volant et effectuait un véritable festival de chrono percutants.
Sur le coup des 3h15 du matin, un autre fait notoire était signalé du côté du double gauche. Alors 4e au général, Anthony Kumpen partait à la faute et abîmait sévèrement sa belle Corvette C5R. Fort heureusement, aucun élément technique majeur n'était atteint et les mécaniciens remettaient le bolide jaune en état de marche après que le Limbourgeois soit parvenu à rejoindre son stand. Une opération qui coûtait néanmoins 4 places au général à l'américaine qui se remettait en chasse. Un peu plus tard, la Maserati numéro 10 de Babini Biaggi Davis, alors deuxième, franchissait avec peine le cap des 5 heures du matin. Un premier réel coup dur pour le Vitaphone Racing Team qui devait procéder au changement d'une biellette de direction et effectuer une géométrie complète de la voiture. Lorsqu'elle quittait le stand, la belle italienne était tombée de la 2e à la 4e position. Au lever du jour, ces faits de course avaient sensiblement chamboulé un classement général toujours mené par les Maserati MC12, puisque dans le sillage de la 9 d'Eric Van de Poel, Timo Scheder et Michael Bartels, la 15 d'Andrea Bertolini, Philippe Peter et Karl Wendlinger avaient succédé à la 10, désormais 4e, derrière la plus épargnée des Aston Martin, celle de David Brabham, Darren Turner et Stéphane Sarrazin. À des 5e et 6e places, il est vrai un peu décevantes, les Ferrari 550 Maranello de l'équipe L'Arbre Compétition complétaient le top 6, la 12 de Lilian Briner, Enzo Calderari, Steve Zacchia et Frédéric Bouvy, devançant la 11 de Vincent Voss, Kurt Molekens, Christophe Bouchu et Gabriel Gardel. Alors que l'on avait à peine franchi le cap de la mi-course, les différents problèmes rencontrés par la 66 de Mark Lieb, Mike Rockenfeller et Lucas Lohr ne lui permettaient pas de se détacher d'une autre Porsche GT3 RSR, la numéro 67 Auto Orlando Sport, de Luigi Moccia, Franco Groppi et Joël Camatias, toujours en lutte pour une victoire de catégorie qui serait synonyme d'exploit. Des Porsche aussi aux avant-postes en G2 avec en tête la 911 GT3 RS de Rudy Penders, Franz Lamotte et Bart Kaubergs devant la Porsche Gordon de Yves Lambert, Christian Lefort, Jean-André et Marcus Paltala. Quant à notre présentateur vedette Didier de Radiguez, il pointait au 3e rang provisoire de cette classe en dépit d'un pied encore fragile suite à son récent accident et d'équipiers moins rapides, même si Richard Virenque étonnait les observateurs. Terminé pour la première partie de moteur, on se retrouve après la pause pour la deuxième partie de la course, histoire de faire le point avec les rescapés du petit matin. A tout de suite. La matinée des 24 heures est traditionnellement un moment difficile pour les machines et les hommes. Une fois la nuit passée, chacun a l'impression que le plus dur est fait et pourtant la route vers le drapeau à damier est encore longue. Un reportage de Nathalie Pirard et Marc Lacroix. C'est avec le soleil que le circuit de Francorchamps entamait la seconde partie de l'un des plus célèbres tours d'horloge du monde. Et après les averses de la veille, voilà qui n'était pas pour déplaire. Finalement, on en venait à se dire que les abandons étaient bien peu nombreux et en dépit des apparences, que la nuit avait été fort calme. Et il en était de même pour la matinée, puisqu'on ne relevait que peu de faits de course importants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, puisque quelques heures à peine après avoir perdu sa 2e place, la Maserati MC12 numéro 10 s'enflammait dans la ligne droite des Combes. La voiture de Fabio Babini, Thomas Biaggi et Jamie Davis devait en rester là. Il restait alors un peu plus de 7 heures de course. Pendant ce temps, la Porsche 67 d'Auto Orlando Sport profitait de toujours nombreux faux pas de la 66 du groupe M Racing pour poursuivre le bras de fer en GT2. Dans l'avant-midi, la 911 soutenue par l'usine connaissait par exemple un sérieux problème d'accélérateur dans lequel elle laissait à nouveau pas mal de temps. Du côté du team Gordon, on prenait le relais de la Porsche de Penders en tête en G2. De quoi rendre confiant le sympathique équipage formé de Yves Lambert, Christian Lefort, Jean-André et Marcus Paltala. La voiture, pas de problème, pas de souci au niveau de la mécanique, pas de souci au niveau des ravitaillements. On est premier de classe pour l'instant et je crois 12e au général, donc on ne pouvait pas vraiment espérer beaucoup mieux. Ceci dit, la course est encore très longue, 5 heures c'est énorme, tout peut basculer en une fraction de seconde, donc il faut rester les pieds sur terre.
La situation était en revanche moins rose pour l'autre Corvette C5R de Marc Duet, puisqu'elle restait un long moment à son box avant de repartir au 12e rang. À 5 heures de l'arrivée, le classement était toujours marqué par la domination des Maserati MC12. En tête, la voiture rescapée du Vitaphone Racing Team totalisait déjà 463 tours, soit 2 d'avance sur la numéro 15 du JMB Racing, solidement accrochée à la 2e position. 3e et 4e, les deux Ferrari Larbre Compétition, la 11 et la 12, devançaient la Corvette du GLPK Car Sport. Sans la sortie de route d'Anthony Kumpen durant la nuit, le podium était envisageable. Comme les Maserati et les Ferrari, les Aston Martin réalisaient en tir groupé aux 6e et 7e places devant le duo meneur en GT2, toujours composé des deux Porsche 911, 66 et 67. La nouvelle la plus importante de la fin de matinée, c'est du ciel qu'elle nous venait sous la forme de quelques gros nuages noirs qui faisaient progressivement leur réapparition. Mais en ne perçant que par intermittence, il créait une situation difficile à gérer pour les équipes qui ne savaient plus quels pneus chausser. À ce petit jeu, la Maserati de tête était parmi les premières à rentrer au stand afin de troquer ses slicks contre des mixtes. Le balai des changements de pneumatiques était lancé, sans grande influence sur le classement. Mais ce n'était qu'un début, le pire restait à venir. Toujours ici à Francorchamps, bien sûr, dans le cadre des Proximus 24 heures de Spa, une course qui tient toutes ses promesses et qui permet aux pilotes belges de se mettre en valeur, en évidence. Rudy Penders, vous êtes installé progressivement, tranquillement en tête de votre catégorie. Oui, en effet, on est bien positionné, on n'a pas du tout eu de problème, c'est vraiment comme planifié. Le début était quand même assez difficile, des conditions très difficiles au début de course avec la pluie qui est apparue juste pour le départ. Oui, mais on a eu un peu un coup de chance aussi, tu connais ça, il a bien plu, on a choisi les bons pneus, on a su faire tout un relais sur le même pneu sans trop perdre, alors c'était la bonne option apparemment. Et puis par la suite, une nuit tranquille. C'est ce qu'on peut dire, c'est comme j'ai dit, c'est un sport mécanique, un sport de détail et jusqu'ici on n'a pas eu de soucis, touche en du bois. Alors la Porsche est pour l'instant la voiture idéale pour gagner ce groupe 2. C'est sa réputation et on va faire honneur à ça aujourd'hui encore une fois, j'espère. Hein. Ok, bonne chance. Et voilà, cette fois il est midi sur le circuit de Francorchamps et la dernière ligne droite de ces 24 heures se profile à l'horizon. Alors je passe la parole à Nathalie Bérard et Vincent Pratsen. Comme souvent dans les courses de 24 heures, la dernière partie de l'épreuve était tout sauf un long fleuve tranquille. Présente de manière régulière dans le top 10 depuis le départ, la Saline SCTR du Graham Nash Motorsport montrait de sérieux signes de fatigue au niveau du moteur, plus d'une vingtaine de tours s'envolaient. Petite alerte également dans le clan Signa, avec un écart de trajectoire sans grande conséquence heureusement pour Jacques Morlet. Après un pit stop de routine et les différents contrôles d'usage, le bolide pouvait repartir. Nettement plus grave, la Porsche 996 GT3 RSR du team Gordon s'écroulait à moins de 2 heures de l'arrivée en raison d'un bris de boîte de vitesse. Dans l'impossibilité de poursuivre l'aventure, Yves Lambert, Christian Lefort, Marcus Paltala et Jean André devaient hélas jeter le gant. Quand j'ai repris la voiture pour le dernier relais, je me suis rendu compte immédiatement qu'il y avait un problème à la boîte. J'ai regardé les températures étaient correctes. Alors que l'arrivée de ces Proximus 24 heures de Spa était en vue, la pluie redoublait de violence, ce qui compliquait sérieusement la tâche des pilotes. En gros, le mot d'ordre était de rester sur la piste, même à très faible allure, et d'attendre l'arrivée. Ce qui n'empêchait pas certains de s'offrir quelques chaleurs de la dernière heure. Par bonheur, aucun accident sérieux n'était à relever. Et pourtant, il s'en est parfois fallu de peu, comme l'illustre cette pirouette de la Porsche Orlando Sport, deuxième en GT2, qui a bien failli provoquer la perte de la Maserati de tête. Stupéfaction dans le clan Aston Martin, où l'on décidé de ne pas courir le moindre risque. N'ayant plus aucun rôle en vue à jouer, les DBR9 réintégraient de concert la pit lane en attendant la fin de l'orage, plutôt conservateur, ces Britanniques. Au moment de tirer les premiers bilans de ces 24 heures 2005, on ne pouvait manquer de souligner la victoire dans le groupe 3 de la Porsche Mullner Motorsport d'Armand Fumal, Steve Van Meningen, Christophe Geoffroy et Chris Matthews, excellent 15e du général. Dans le groupe 2, superbe médaille d'argent pour la Viper Force One Racing de Didier de Radiguez, Richard Viran, François Labarthe et Philippe Preit, avec en prime d'excellents chronos pour l'ex-champion cycliste qui a épaté la galerie.
Quant à la victoire dans cette même catégorie GT nationale, elle tombait dans l'escarcelle de la Porsche 996 GT3 RS de Rudy Penders, Franz Lamotte et Bart Kaubergs. C'était une course qui s'est déroulée comme on avait programmé, à part un petit incident avec une des voitures un peu plus lent, tout était parfait. En GT2, la Porsche Orlando Sport de Mokia, Groppi et Kamatias a fait durer le suspense en profitant des malheurs de l'équipe Groupe M. À l'arrivée, cela donne une jolie deuxième place et un top 10 au général. Dans le clan Groupe M, équipe soutenue par l'usine Porsche, ces 24 heures n'ont été qu'accrochages, incidents et accidents. La pointe de vitesse de pilotes tels que Mark Lieb, Lucas Lohr et Mike Rockenfeller a néanmoins fini par faire la différence, ce qui donne une victoire de classe et un 8e rang au général. Petite déception tout de même. Nous avons eu un week-end tellement difficile avec une voiture bien détruite à l'issue des essais libres. L'équipe a dû la reconstruire durant les qualifications et cela ne fonctionnait pas très bien. Pendant la course, tout s'est bien déroulé en dépit de quelques petits problèmes, mais les mécanos ont abattu un boulot fantastique en nous rendant un bolide en parfait état de marche. Nous avons été très rapides dans la pit lane, nos arrêts étaient parfaits et mes équipiers ont fait un job fantastique. Longtemps pointée dans le bon wagon, la Corvette C5R de l'équipe de Patrick Selleslack a hélas rencontré à 2 reprises des problèmes de roue arrière. Si les Français Eric Kerol et Bruno Hernandez ont très peu roulé, Jos Menten et Marc Duet se sont partagés la majeure partie des relais pour croiser le drapeau à damier au 9e rang absolu. Et on en vient à Aston Martin qui constitue assurément la plus grosse déception de ces 24 heures. Donnée grande favorite sur papier, les DBR9 de l'équipe ProDrive ont été considérablement ralentis par de sérieux problèmes de frein. De quoi renvoyer la 29 de Margot Sainz, Peter Cox et Pedro Lamy à 29 tours et la 28 de David Brabham, Darren Turner et Stéphane Serrazin à 31 tours. Des écarts énormes et de modestes 6e et 7e rangs au général. Pas de doute, les belles Aston nous doivent une revanche. Dans le clan GLPK Car Sport, seule la sortie de piste d'Anthony Kumpen au cœur de la nuit a empêché la Corvette C5R de se battre à la régulière et jusqu'au bout avec les Maserati. Sans avoir rencontré le moindre problème mécanique, la belle américaine s'est constamment maintenue dans le haut du classement. Une 4e place finale qui aurait pu constituer une bonne opération au championnat si les commissaires techniques de la FIA n'avaient pas décelé une irrégularité technique résultant d'une erreur humaine. Résultat, la Corvette était déclassée quelques heures après l'arrivée. Dommage. De petites déceptions, il en est également question dans le clan Larbre Compétition, même si les 2 Ferrari 550 Maranello de Vos Mollekens Bouchu-Gardel et Briner Calderari Zakia Bouvi ont clôturé l'épreuve aux 3e et 5e positions finales. Jamais cependant les belles italiennes, lauréates l'an dernier, n'ont été en mesure de revendiquer la victoire à la régulière, comme en témoignent les 9 tours séparant la 11 des vainqueurs du week-end. Ouais, je crois qu'on a fait une course tout à fait correcte. On a eu très difficile. C'est des conditions excessivement difficiles avec des choix de pneumatiques vraiment compliqués. Et bon, hier soir à minuit, on était à 11 tours, on termine à 9 tours. Bon, on sait évidemment que les leaders ont certainement lâché le pied en fin de course. Mais bon, vu tous les petits problèmes que nous avons connus, on fait un podium et c'est mon 4e en 4 ans, donc je ne peux pas vraiment être déçu. C'est donc dans l'escarcelle de Maserati que ces 24 heures 2005 sont tombées. Une incontestable surprise dans la mesure où plus d'un observateur doutait de la fiabilité des MC12 sur une aussi longue distance. Mais comme l'a illustré l'évolution de la 15 de l'équipe monégasque JMB, les Maserati ont connu des courses sans trop d'histoire. Soucieux de ne pas prendre trop de risques, Karl Wendlinger, Philippe Peter et Andrea Bertolini ont cueilli une solide 2e place finale, ce qui fait de l'ex-pilote F1 et de l'Italien les nouveaux leaders du championnat FIA GT. Lorsque j'ai pris le volant pour le 2e relais, je suis parti en slick et il a recommencé à pleuvoir. Nous ne savions pas trop ce qu'il fallait faire et on a fini par monter des intermédiaires, ce qui nous a coûté du temps. Philippe Peter a ensuite effectué un tour complet avec un pneu éclaté. Dès le début, on s'est donc retrouvé avec un retard de 2 tours sur la Vitaphone. Grande dominatrice du week-end, la Maserati MC12 Vitaphone numéro 9 de Michael Bartels, Timo Scheider et Eric Van de Poel a donc créé la surprise d'un bout à l'autre de ces 24 heures. Jamais prise en défaut au niveau mécanique, elle a pu compter sur un travail parfait de ses pilotes pour l'emporter avec 2 tours d'avance sur le bolide similaire de l'équipe JMB. Un succès en forme de triomphe qui permet à Bartels et Scheider de se repositionner dans la course au titre. Quant à Eric Van de Poel, il remportait pour la 3e fois déjà les Proximus 24 heures de Spa. Le team a été formidable, la voiture était parfaite d'un bout à l'autre et je sais pas quoi dire. Vous allez faire la fête? Ouais, je pense.
Avec non moins de 120 000 spectateurs, une course intéressante et indécise, et un nom aussi prestigieux que Maserati au palmarès, les Proximus 24 heures de Spa 2005 ont été en grand cru. Preuve supplémentaire que le double tour d'horloge des Ardennes compte parmi les plus grandes épreuves sur la scène internationale de l'endurance. Et voilà, terminé pour cette très spectaculaire édition 2005 des Proximus 24 heures de Spa. La semaine prochaine, nous ne manquerons pas de revenir sur l'événement, mais aussi et surtout sur les 2 courses de WTCC programmées en levée de rideau de ces 24 heures. On vous proposera aussi un reportage sur les différences entre une voiture de route et sa version course en WTCC, ainsi que le reste de l'actualité. Et que les motards se rassurent, le championnat du monde de Superbike sera aussi à l'honneur avec l'épreuve de Brands Hatch, d'où je présenterai l'émission. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Salut. 24 heures de Spa. Et avec, à leur volant, des pilotes belges de renom. Marc Gossens chez Aston Martin, Eric Van de Poel chez Maserati, Anthony Kumpen chez Corvette ou encore Frédéric Bouvy chez Ferrari, 4 Belges intégrés dans les équipes les plus en vue de cette course de légende. Comment ont-ils vécu le fait de représenter des constructeurs au nom aussi prestigieux? Petit clin d'œil de moteur qui leur a posé la question. Alors Fred, la Ferrari, un vieux rêve qui se concrétise? C'est sûr que c'est une voiture mythique et chez Ken, il n'y avait vraiment que des marques mythiques, donc c'est très gai d'être sur une des plus belles en tout cas. Ce team a gagné tous les championnats qui existent dans le monde entier, donc c'est vraiment le team Labre Compétition géré par Jacques Lecomte, et là on a la rigueur, on a le matériel mis à disposition, on a tout ce qu'il faut vraiment pour faire un bon résultat. Changement de décor chez Corvette, où c'est un team principalement belge, Car Sport GLPK, qui engage la belle C5R jaune dans le championnat GT. Aux États-Unis, la Corvette, c'est la voiture de course par excellence. Anthony Kimpen est aux anges de se retrouver aux commandes d'un tel bolide. C'est une des voitures avec une des plus belles histoires dans le sport GT. Récemment, ils ont encore gagné Le Mans, mais aussi dans les années passées, c'est vraiment une voiture super pour rouler avec. Dans le temps, quand j'étais en train de voir les courses, quand j'étais un jeune garçon, c'était vraiment la voiture favorite. Et maintenant, j'y suis dans une Corvette et ça marche vraiment bien. C'est un feeling extraordinaire. Aston Martin, rien que le nom évoque l'esprit de compétition anglais. Avec une victoire aux 24 heures du Mans et la série DB qui fait les beaux jours de James Bond, Aston Martin est entré dans la légende. Marc Gossens est très fier de porter les couleurs du constructeur anglais. C'est le British Racing Green déjà pour commencer, et puis bon, c'est l'équipe ProDrive qui fait ça pour Aston Martin Racing. Et c'est vrai, ça fait 4 ans maintenant que je discute avec Aston pour finalement être dans la voiture, et c'était pas le cas au début de l'année parce qu'ils ont préféré de prendre leur pilote à la maison, de la maison. Et voilà, ici pour Spa, ils ont bien voulu. C'est clair que c'est un team Formule 1 dans la catégorie GT. Et on le sent ici en travaillant avec ces gens-là. C'est vraiment des détails qui sont nickel. Ouais. Je pense que les pilotes déjà, ils sont tous assez professionnels pour aider un nouveau pilote dans la voiture pour qu'il ait au même rythme que les autres. Et en plus, bon, je pense quand même, après 23 ans, que j'ai pas mal d'expérience pour m'adapter très vite à un autre team. Juan Manuel Fangio a été sacré à 2 reprises champion du monde à son volant. La Maserati, c'est une race pure de voiture de course. Après une absence prolongée des circuits, Maserati revient par la grande porte à la compétition. Nous retrouvons Eric Van de Poel qui est au volant de la MC12 numéro 9. Maserati, c'est une longue histoire dans le sport automobile et ça fait très plaisir d'être à ses couleurs. C'était un petit peu avant vraiment mon ère, si je puis dire, mais ça reste un nom mythique pour la course automobile et c'est sûr que de pouvoir rouler pour eux ici à Francorchamps en 24 heures, je crois que c'est vraiment un privilège. Forcément, on n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Bon, moi j'avais déjà roulé avec Michael l'année passée. C'est vrai que c'est pas 100% nouveau et puis le monde automobile est relativement petit, donc on retrouve des mécanos, des ingénieurs, d'autres équipes et on n'est pas tout de suite perdu. Vous connaissez les résultats de cette course et vous savez tout sur la magnifique victoire d'Eric Van de Poel, qui a dit que le sport automobile belge se portait mal. Minuit, une drôle d'heure à Francorchamps. Qui sont-ils? Où vont-ils? Quel est leur programme d'ici l'aube? En tout cas, une chose est sûre, cet instant appartient au vrai, au pur, aux passionnés. Première ambiance, la plus évidente, les stands. D'abord côté mécano, où l'on est debout depuis... Bah ici ça va faire 17 heures. Et vous allez rester éveillé jusque... Ça
Ça dépend. Si on l'est bien placé, on fera peut-être la fête, donc on sera ici au moins 10h du soir. 10h du soir dimanche. Ouais. Côté pilote, ne pas dormir c'est une mauvaise idée, d'autant que cette obscurité complique tout. J'ai encore du mal c'est-à-dire à appréhender un freinage. Je freine souvent trop tôt. Quand il y a un peloton, une voiture, je suis le mouvement, mais dès que je me retrouve seul, c'est un peu plus compliqué. Alors repos, mais où un matelas posé par terre dans le camion? Ouais, non, une chambre. On a un chalet pas loin, donc au calme, je vais essayer de me reposer. Et du côté des pilotes belges, c'est la course à la maison, et ça comporte des avantages. On a des super mobilos, on est vraiment super installés, mais j'ai la chance que Vincent Voss habite ici à 10 minutes, et là je prends un grand bain. Tu vois, le vrai bon bain, quoi. Et c'est Vincent qui amène le petit-déj? Évidemment, au lit s'il vous plaît bien. Bon alors résumons, il y a les pilotes qui dorment, ceux qui remontent en piste, certains spectateurs y sont attentifs, mais pas tous, parce que là, derrière la tribune, c'est l'autre Francorchamps. À 200 mètres de là, autre rassemblement. Ils sont moins nombreux, moins bruyants. C'est le fan club du speaker. Une voix dans la nuit, celle de Christian Lahaye. Donc en tête maintenant, Christian, qui n'est pas dupe quant à son audience la nuit. Je me rends compte qu'il y en a 9 sur 10 qui ne nous écoutent pas. Ça, j'en suis convaincu, mais ça n'a pas d'importance. On essaye de faire notre boulot correctement pour ceux qui nous écoutent, pour les vrais passionnés, pour ceux que ça amuse et pour ceux qui sont intéressés par la course. Mais je comprends bien qu'il y ait des tas de gens qui font la fête et peut-être que si j'étais à l'extérieur, je ferais plus la fête que de m'écouter. Le soleil se lève dans moins de 2 heures, c'est sûr. Maintenant, il faut dormir. Côté stand, comme côté paddock. Les voitures, les pilotes, la course. Derrière le strass et les paillettes des 24 heures, ils sont des centaines à travailler dans l'ombre pour assurer la réussite du meeting. Moteur a voulu en savoir plus. Nous soulevons un coin du voile pour vous faire découvrir quelques-uns des endroits les plus stratégiques du circuit. Ici, au premier étage de la tour Uniroyale, c'est le Saint des Saints. Attention, zone sensible. Nous sommes à la direction de course, là où la sécurité est le mot d'ordre général. Ils sont une dizaine, concentrés à l'extrême, à épier tous les virages du tracé. Le directeur de l'épreuve est secondé par le responsable de la série en piste. Ce sont eux qui ont la charge de prendre toutes les décisions. Pour les épauler, le service de sécurité du circuit, qui note les moindres faits et gestes. Rien n'échappe à la secrétaire, qui note tout dans son grand cahier. C'est d'ici que sont dirigés via radio tous les commissaires de piste. Drapeau jaune, intervention en cas de sortie, tous les ordres viennent de la direction de course. La clé de voûte de l'édifice, ce sont les 25 caméras disséminées sur le circuit et commandées depuis cette table. Zoom avant et arrière, pivotement de 180 degrés, tout est permis pour cerner au mieux la gravité de l'incident. Laissons œuvrer au calme ces gardiens de la sécurité et de l'équité sportive et dirigeons-nous vers un autre lieu sensible. Retranchés dans cette tour, située juste avant les stands, voici l'équipe de chronométrage. Une équipe anglaise, forte de 10 hommes et femmes, plus british que nature. Ils jonglent avec une armée d'ordinateurs. Le but des opérations, garantir les résultats des courses et des essais bien sûr, mais également fournir une batterie d'infos supplémentaires, utile pour les teams, la direction de course et les journalistes. Qui est au volant, les temps intermédiaires, la longueur des arrêts au stand. Où cela devient étonnant, c'est que toute cette technologie est doublée par des aboyeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce trio un peu fou note absolument tous les passages des voitures, indiquant sur un timecode les numéros des bolides qui passent devant eux. Quand il n'y en a qu'une, pas de problème. Quand le peloton est compact, bonjour les dégâts. Abandonnons nos Anglais à leur tâche pour nous rendre dans un endroit un peu moins austère, plus vivant. Là, niché à côté de la tribune officielle, c'est la cabine des speakers. Christian Lahaye est le speaker officiel des 24 heures. De son perchoir, il a une vue idéale sur la zone des stands. Mais cela ne suffit pas. Pour diffuser une bonne info, les écrans de contrôle, images et classements sont impératifs. Avec un peu de bagou et d'expérience, les commentaires coulent de source. Les speakers sont secondés par une équipe chargée de récolter un maximum d'infos sur la piste. En liaison radio avec la cabine, les hommes sont sur le qui-vive dans la pit lane pour noter tous les changements de pilote et arrêts de chaque voiture. Ainsi alimentés, les animateurs peuvent faire vivre la course au plus près. Le Speaker's Corner, vous connaissez? C'est le seul virage de la nouvelle portion visible depuis la cabine speaker. C'est d'ici également
que partent tous les hymnes nationaux des podiums et les ambiances musicales. Ne les oublions pas tous ces passionnés qui font de la course un vrai spectacle. Et le champagne? Le champagne? Mais non, ils ne l'ont pas oublié évidemment.